Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler pour parler du Grand Prix de l'Eifel et pas le Grand Prix d'Allemagne. J'ai entendu ça sur le flash de Virgin Radio hier que c'était le Grand Prix d'Allemagne. Non, ce n'était pas le Grand Prix d'Allemagne, c'était le Grand Prix de l'Eifel parce que le Grand Prix d'Allemagne il devait avoir lieu à Hockenheim et donc c'est devenu le Grand Prix de l'Eifel. Pourquoi l'Eifel? Parce que c'est la région où se situe le Nürburgring, circuit qui accueillait cette course. Bien entendu, même si c'était en Allemagne, c'était pas le Grand Prix d'Allemagne. Voilà, il faut avoir ça en tête. Grand Prix qui a été pas le plus animé. Alors il y a eu pas mal de pannes techniques. C'était pas facile parce qu'il faisait froid. En même temps, il fallait s'y attendre à cette période-là de l'année. Mais on aurait pu s'attendre presque à une course plus animée que ça. Et c'est là où je me suis dit que à chaque fois qu'on retourne sur le Nürburgring, on se dit oh ça va être une course pas mal. Et puis à chaque fois on est déçu. Alors qu'en Russie, on s'attend à une course de merde, tu vois, en comparaison. Alors c'est pas quand même du niveau du Grand Prix de Russie, mais ça m'a rappelé que je comprenais pourquoi on retournait pas sur le Nürburgring depuis quelques années. Alors même si, je vais pas te mentir, que entre le Nürburgring et Hockenheim, bon, c'est kiff bourricot entre ces deux pistes, mais quand même, ça a été un Grand Prix assez intéressant. On va faire donc le carnet de notes de cette course. Il nous en reste plus beaucoup de courses, j'étais en train de me rappeler. Il y a le Grand Prix du Portugal encore, qui aura lieu à Portimao. Je vous invite à regarder cette course. En plus, ça sera disponible sur TMC. Alors, je sais que sur TMC, il faut se taper la pub, mais Portugal et Émilie-Romagne, donc c'est Imola. Devrait être Imola, il y aura peut-être pas beaucoup de dépassements, enfin, sauf dans la ligne droite. Mais c'est un circuit qui est très intéressant et Portugal, Portimao, ça monte, ça descend, ça va être fantastique, ça va être très complexe pour les pilotes. Et puis n'oubliez pas également les deux courses à Bahreïn et Abu Dhabi en fin de saison. Mais je rappelle que Portugal et Emilia-Romagna, ça sera sur TMC. Il faut savoir que TMC normalement a le droit de diffuser 4 Grands Prix, dont le Grand Prix de France, sauf que cette année il n'y a pas eu de Grand Prix de France, enfin le groupe TF1. Donc ils avaient toujours leur choix au niveau des Grands Prix. Alors je m'attendais à ce qu'ils diffusent soit Monza, soit le Mugello, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, on commence par les Bleus avec Pierre Gasly, 13 sur 20 pour Pierre. Pourquoi 13 sur 20 pour mon ami Pierrot? Parce qu'il a fait une course intéressante encore. Il fait 6ème, c'est quand même un très très bon résultat. Ils se sont arrêtés, ils ont eu une très très bonne stratégie. Tout simplement en s'arrêtant en changeant les hards très rapidement qui marchaient pas énormément. Pour Pierre Gasly, il marchait très bien avec les softs. C'est l'un des rares pilotes même qui a utilisé les 3 composés de pneus. Ce qui est très rare sur un Grand Prix d'utiliser les 3 composés de pneus. Il a mis des médiums, des hards et des softs. Mais les hards c'était très compliqué, il n'y avait pas de température pour les faire marcher. Et Pierre Gasly qui a fait une très très grosse fin de course après le safety car où il a réussi à dépasser du monde. Et donc on peut s'en féliciter de encore ce très bon résultat. Il est devant Kvyat, il est devant Kvyat en qualif, il est devant Kvyat en essai libre, il est devant Kvyat en course. Alors certes Kvyat n'a pas été aidé par Albon, et j'y reviendrai, mais c'est encore un bon week-end et c'est pour ça que je mets 13 sur 20 pour le pilote français qui continue de montrer que c'est un pilote solide et sur lequel il faut compter. Surtout pour les années à venir et que Red Bull devrait peut-être envisager d'embaucher en tant que pilote numéro 1. Parce que c'est intéressant d'avoir 2 pilotes au top pour remporter un titre constructeur, monsieur de chez Red Bull. Je continue avec l'homme du week-end chez les Français, Romain Grosjean. Alors pourquoi l'homme du week-end? Parce qu'on parle beaucoup de son avenir. C'est vrai que ça semble quand même mal embarqué chez Haas. On recruterait Nikita Mazepin, ce qui, je pense, n'est pas un bon choix. Il semblerait que Haas veuille revendre l'équipe à monsieur Mazepin, qui possède déjà Hightech Grand Prix en F3 et en F2. Pour moi, je trouve que ça serait pas une très très bonne idée parce que Mazepin cette année c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. En plus, je sais pas s'il a assez de points pour sa super licence. Mazepin, faudra regarder parce que c'est pas sûr non plus. Parce que l'année dernière en F3, en F2 l'année dernière, il en avait pas de points. En GP3, il avait dû en récupérer quelques-uns, mais je crois que me rappeler qu'à l'époque le GP3 donnait pas autant de points qu'aujourd'hui, la F3. Et c'était l'ancêtre de la F3, le GP3 c'était l'ancien nom. Et en F2 cette année, s'il fait 6ème, je crois que ça lui donnera pas assez de points. Il faut quand même vérifier. La super licence est toujours un petit peu opaque, je connais pas toujours j'ai pas revérifié combien ça donnait de points à chaque place en F2. Donc peut-être qu'il aura assez de points. Malgré tout, non.
C'est un pilote en plus qui est très émotif, Mazepin. Il s'énerve vite quand même. Donc c'est pas le pilote le plus calme. Donc, pour la F1, je pense qu'il manque encore un petit peu de maturité, ce pilote-là. Mais du côté de Romain Grosjean, ça semble quand même remarqué, parce que même si vous n'avez pas Mazepin, vous avez Perez, vous avez Hülkenberg, on sait pas trop, ça semble quand même bien embarqué du côté de chez Sauber. Mais bon, pour l'instant, il n'y a encore rien qui a été signé. Donc du côté de Grosjean, ça semble mal embarqué. On sait que Romain Grosjean a dit son intérêt pour Renault en hypercar. Peut-être que Alpine voudrait également le recruter pour le projet l'année prochaine avec les LMP1. On sait que Alpine va revenir en endurance avec les Rebellion, les châssis Rebellion, parce que Rebellion s'arrête. Donc il y aura du monde en endurance l'année prochaine dans les MP1. Et c'est vrai que Romain Grosjean a déjà fait des courses de tourisme. On se souvient, à une époque, il faisait du GT3 avec une Ford GT. Il avait même... Non, c'était même du GT1. Je dis une connerie, c'était pas du GT3, c'était du GT1. À l'époque, quand il avait été viré de chez Renault, il s'était retrouvé un petit peu sans volant et qu'il n'avait pas fait de F2, enfin de GP2 à l'époque. Il pouvait pas aller en GP2, je ne sais plus pourquoi. Et donc, il avait fait du GT et il avait fait également l'Auto Grand Prix où il avait dominé le championnat. Alors pourtant, il avait commencé avec 4 courses de retard. Mais Romain Grosjean 14 sur 20 parce qu'il marque des points avec une énorme stratégie de la part de Haas. Je me moque souvent de Haas pour dire qu'ils font souvent des conneries. Mais il faut dire que cette année, que ça soit en Hongrie et là au Grand Prix de l'Eiffel, en termes de stratégie, c'est eux qui ont le mieux joué. Encore une fois, ils ont fait qu'un arrêt. Alors les hards, c'était dur à tenir sur la fin. Il avait mal au doigt en plus parce qu'il s'était pris un petit caillou, Romain Grosjean, mais ça a été un Grand Prix pas facile et pourtant, à la fin, il y a les points de la 9e place. Et il marque les points au bon moment, il faut le dire. Même si chez Haas, on s'intéresse peut-être plus trop à lui. Il y a déjà des places de pilote d'essai encore de disponibles. Et Romain Grosjean, on sait que c'est un très très bon pilote pour mettre au point une voiture. Ça pourrait être intéressant pour d'autres équipes. Et je pense que rien n'est fait encore une fois, même chez Sauber. On ne sait pas si on aura deux pilotes jeunes, on ne sait pas qui on aura chez Sauber. Romain Grosjean, ça peut être intéressant quand même pour Sauber également. Donc je me dis qu'on pense que Grosjean est fini en F1, mais c'est peut-être pas encore totalement fait. Et puis je termine avec Esteban Ocon. J'ai mis 11 sur 20 pour Esteban Ocon. Alors ça, par rapport au podium de Ricciardo, son abandon fait mal. Mais je mets quand même 11 sur 20, c'est-à-dire normalement j'aurais mis 10 ou 9. 9 s'il avait été moins bon que son équipier, et 10 s'il avait été... comme il a abandonné vite, on ne pouvait pas trop parler de sa course. J'ai mis 11, pourquoi ? Parce que l'écart s'est réduit avec Ricciardo, que ça soit en essai où on est passé en dessous des 3 dixièmes, alors ça reste encore important, mais ça reste un peu plus raisonnable. Et puis, où en qualification, il n'y avait pas 1 dixième d'écart entre les deux, donc là, c'est beaucoup mieux de la part de Ocon, donc à lui de travailler, de continuer de progresser, parce que l'année prochaine, il y a un certain Fernando Alonso qui commence déjà à faire des roulages chez Renault, donc il faudra qu'il améliore son rythme, mais 11 sur 20, parce que je trouve que le week-end n'a quand même pas été si mauvais pour la part d'Esteban Ocon. On continue avec les pilotes au top. Hamilton 18 sur 20. Pourquoi 18 sur 20 et pas 20 sur 20 ? Parce qu'il fait pas la pole. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire. Quand Mercedes, il y en a une qui tombe en panne, il y en a toujours une qui est là pour gagner la course. Il n'a pas été vraiment inquiété. Alors, il s'est plaint de la température de pneus parce qu'il aime bien se plaindre de certaines choses. Hamilton, on sait comment il est, c'est pas nouveau, qu'il aime bien parler dans la radio et se plaindre. Mais sinon, il a bien roulé sur ce week-end de course. Voilà, il a fait des très très belles choses. Il gagne avec 4 secondes d'avance, donc sans être vraiment inquiété par Verstappen. Ouais, il a eu 91e victoire en Grand Prix, il bat le record de Schumacher, ça reste en Allemagne en plus, il y a un petit côté message quand même qui est très bien, mais ouais, c'est devenu un très très grand pilote. Il restera dans l'histoire Hamilton, comme Schumacher, comme Prost, contrairement à Vettel, parce que il a une aura, il a une manière de faire qui, je crois, ne peut lui convenir qu'à lui. C'est-à-dire ce côté, je fais des strass et des paillettes et en même temps j'arrive à être concentré sur les Grands Prix, c'est juste incroyable, cette motivation.
Cette longévité quand même, parce que je rappelle que c'est sa 13e saison en Formule 1. C'est incroyable. Moi, j'ai connu ses débuts, donc ça me rajeunit pas. Quand il était tout jeune, où il y avait toute sa famille qui venait sur les Grands Prix. Mais je me souviens de son premier Grand Prix en Australie, avec Alonso chez McLaren. Et c'est incroyable. D'un pilote qui a été, je dirais pas détesté, mais qui n'était pas vraiment très apprécié, que ça soit lors de son premier titre de champion du monde, même lors de son deuxième titre chez Mercedes, c'était pas un pilote qui était hyper apprécié. Je crois qu'il a fallu qu'il perde un titre face à Rosberg pour qu'on comprenne comment marchait Hamilton et comment il était performant et ce qu'il a apporté à ce sport. Il a fallu qu'il perde pour qu'on voit ce qu'il fallait mettre déjà pour gagner, parce que Rosberg, il a mis toutes ses tripes dans cette bagarre, et comprendre comment ça marchait. Alors Hamilton, là je pense que ça sera compliqué pour qu'il n'acquiert pas un 7e titre de champion du monde. Certains diront qu'il n'y a pas eu d'assez d'adversité. Je ne crois pas non plus que Michael Schumacher, sur toutes ces années chez Ferrari, avait une énorme adversité non plus. Certaines années, il a dominé. En 2004, par exemple, il domine complètement. En 2002 aussi. En 2001, peut-être un peu moins. En 2003 aussi, un peu moins. Mais il y a des années où il a complètement dominé. Chez Benetton aussi. Donc, on ne peut pas vraiment lui reprocher ça. Je continue avec Verstappen, 16 sur 20, encore 16 sur 20 pour Verstappen. Non, la semaine dernière il avait eu 15, c'est un peu mieux, il fait deuxième, profite quand même de l'abandon de Bottas. Très clairement en termes de rythme de course, il n'est pas en mesure d'aller chercher les Mercedes, donc après voilà, il a fait des bonnes performances, mais aujourd'hui techniquement il ne peut pas aller chercher les voitures qu'il y a devant lui, donc il est le meilleur des autres, mais ça veut dire se contenter d'une deuxième place. Je continue avec Ricciardo, 16e, enfin un podium pour Renault. Depuis le retour de Renault, il tournait autour quand même depuis le début de saison. C'est bon voilà, ils sont passés parfois pas loin, 4e sur certaines courses. Et là, je trouve ça incroyable. Du côté de Ricciardo, c'est dommage qu'il parte. Il va peut-être le regretter parce que McLaren, ça sera pas facile l'année prochaine. Mais Alonso, il arrive avec une voiture qui est capable de jouer le titre très clairement. L'année prochaine, s'il progresse encore au niveau châssis, je pense qu'ils ont maintenant le meilleur moteur, et c'est pour ça que je pense que Red Bull réfléchit avec le départ d'Honda, pourquoi pas aller chez Renault, même si les relations étaient difficiles, parce qu'ils voient les progrès du moteur Renault qui ont été, je pense, supérieurs aux progrès du moteur Honda sur la dernière année et demie. Les dernières années et demie, le progrès du moteur Renault est assez incroyable. Alors il y a encore des petits soucis de fiabilité. Mais aujourd'hui, c'est devenu quasiment le moteur le plus puissant avec le moteur Mercedes, mais il est peut-être même devant le moteur Mercedes, parfois. C'est assez incroyable leur niveau de performance chez Renault, parce que là, ils étaient énormément braqués en appui, et pourtant, il a réussi à dépasser des pilotes avec des bons moteurs devant. Donc, assez incroyable. Alors certes, l'écart de performance est encore important avec les équipes du haut de tableau. L'année prochaine, de toute façon, l'objectif, ça sera de chercher des podiums pour les deux pilotes. Et pourquoi pas la victoire quand les conditions sont intéressantes. Mais très clairement, là, il y a un progrès qui est énorme du côté de chez Renault et on peut s'en satisfaire. Et puis, ça fait du bien pour Ricciardo parce que c'est vrai que l'année dernière, ça m'avait chagriné. J'avais été déçu de Ricciardo, qui avait eu du mal à jouer, à faire des très bonnes courses avec la Renault, même s'il avait un peu progressé en fin de saison. J'avais trouvé qu'il avait été décevant. Là, c'est vrai que cette année, on peut le dire qu'il est d'un niveau très élevé. C'est peut-être la troisième force du plateau. Devant troisième ou quatrième force du plateau, devant Bottas pour moi et au même niveau que Leclerc cette année. Je trouve qu'il est très fort. Je continue avec Leclerc, 14 sur 20 pour Leclerc, 7ème, mais ils se sont un peu ratés au niveau stratégie. Ils se sont arrêtés beaucoup trop tôt au premier arrêt alors qu'ils faisaient le bouchon pour tout le monde. Ils s'en sortaient bien en faisant le bouchon. C'est un pilote qui est quand même pas facile à dépasser, Leclerc, on le sait depuis l'année dernière. Confère, j'aime bien utiliser le terme confère, ça me rappelle quand je faisais des mémoires. Confère le résultat du Grand Prix de Monza l'année dernière, et même Spa. Du côté de Leclerc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il fait le maximum avec le matériel qu'il a, c'est-à-dire pas grand chose en termes de matériel. Il domine son équipier, il domine les autres pilotes Ferrari, donc on peut s'en satisfaire. 14 sur 20 parce qu'il attrape les points, parce que s'il n'y avait pas eu cette erreur de stratégie, je pense qu'il aurait fini 5 ou 6.
Il était en capacité de finir beaucoup mieux ce Grand Prix. Il a fait une très bonne qualification. Des très bons essais libres aussi. Il est quand même 4e en qualif avec un moteur qui rend de la puissance. Alors certes, le Nürburgring est quand même pas le circuit où la puissance compte le plus, mais quand même, il a dû faire avec une voiture avec vraiment des petits ailerons et il s'en est très très bien sorti. Hülkenberg 14/20 parce que pour un remplacement de dernière minute, il marque des points. Et ça c'est bien. C'est bien pour Hülkenberg parce qu'il n'était pas prévu pour ce Grand Prix. Il fait un 3e Grand Prix cette saison. C'est peut-être même le pilote remplaçant qui a fait le plus de courses, Hülkenberg. Quoique, il y a eu Pedro de la Rosa aussi, une année, 2006. Il avait fait pas mal de courses, Pedro de la Rosa, quand Montoya avait été viré. Du côté de Hülkenberg, moi je trouve sa performance vraiment incroyable, vu comment s'est déroulé son Grand Prix. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit moment de faiblesse, je baille encore. Je ne dors pas très bien en ce moment. Mais je m'en excuse. Mais Nico Hülkenberg, voilà, a fait quelque chose d'intéressant. Et à lui de continuer, mais c'est bien, parce qu'il est arrivé lors des qualifications. Donc c'est-à-dire qu'il a eu très peu de tours de course avec des conditions qui étaient vraiment pas évidentes, avec une voiture qui est pas forcément la meilleure. C'est une bonne voiture, hein, la Racing Point, mais l'équipe a du mal à mettre en place les bons réglages, hein. C'est toujours le même problème, ils n'arrivent pas à s'en servir de cet outil. Il a réussi à faire du bon job, donc on peut s'en satisfaire. Je continue avec Bottas 14/20. Sans l'abandon, ça aurait pu être un Grand Prix fantastique. Il y a l'abandon, encore un problème mécanique, il y a un départ qui n'est pas top. Il y a une erreur également de pilotage, parce qu'il l'a avoué, c'était pas un problème technique, c'était une erreur de pilotage de sa part, le blocage de pneus. Donc il accumule encore les erreurs. On peut pas faire une erreur comme ça quand on est en début de course comme ça et qu'on a autant d'avance. On peut pas faire ce type d'erreur, bloquer les pneus, rater un freinage. Donc c'est pour ça que je suis assez déçu par ça. Après 14/20 parce qu'on peut pas non plus tout lui mettre sur la tête, mais c'est vrai que cette année Bottas, comme chaque année, j'ai envie de dire, il a bien débuté, et puis au fur et à mesure, ça se délite. Et il perd en performance. C'est assez incroyable parce que je m'étais dit, cette année, on aura peut-être moins de Grands Prix que d'habitude. Au final, c'est pas vraiment le cas. Et donc, on a toujours le même problème, c'est qu'il n'arrive pas à être constant sur toute la saison, qu'au bout d'un moment, il s'écroule. Et on ne sait pas pourquoi il s'écroule. Est-ce que c'est la pression que lui met Lewis Hamilton ? Est-ce que c'est la pression qu'il se met lui-même ? Est-ce que c'est parce que mentalement, il n'arrive pas à rebondir ? Je ne sais pas. Mais il est friable. Je continue avec Norris 14/20, là aussi abandon. Mais jusqu'à ce moment-là, il faisait une très très belle course. Malgré des conditions, il devait changer des trucs sur son volant à chaque sortie de virage. Il devait rentrer un code dans son volant à chaque sortie de virage. Autant vous dire que pour être performant, c'est difficile. Il a dû gérer également une équipe technique qui, je trouve, n'avait pas énormément de compassion envers lui. Au final il abandonne, mais je trouve qu'il a encore réalisé un bon Grand Prix devant Sainz en qualification, et puis encore une fois il fait des très très belles choses. Perez 13/20, il est à sa place, 4e de la course, il est là où on l'attend quand il y a des abandons. Je vais pas dire plus parce que il fait quand même pas la saison de l'année non plus, Perez. En pilotage, il a commis quelques fautes sur ce Grand Prix, donc voilà, 13/20. Sainz, 12/20. Là aussi, je vais pas m'étendre beaucoup plus. Il a eu un Grand Prix très compliqué, Sainz. Il l'a dit en conférence de presse que ça avait été une course horrible. La voiture était très difficile à tenir. Il était quand même dominé par son équipier pendant tout le week-end. Encore une fois, ça se répète assez régulièrement pour Sainz. Lui qui avait bien débuté l'année aussi. Depuis l'Espagne, c'est dur, c'est très compliqué. Belgique, Italie, Toscane. Encore Italie, il fait 2 derrière Gasly. Mais Russie, ça a été catastrophique. Toscane, ça n'a pas été bon. Là encore, c'est moyen. C'est compliqué, je trouve, cette année pour Sainz par rapport à Norris. Il profite quand même des quelques erreurs de Norris, mais il pilote pas hyper bien, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Je continue avec qui ? Avec Giovinazzi, 12/20. Pourquoi ? Il prend les points de la 10e place. Il termine devant Raikkonen. Bon, ok. Il finit devant Vettel aussi. Malgré tout, il finit derrière Romain Grosjean. Donc voilà, faut équilibrer un petit peu. Qu'une voiture qui, je pense, est moins bonne.
Après, il finit quand même devant Vettel, mais Vettel a raté son Grand Prix, Raikkonen aussi. Donc les pilotes qui sont derrière lui, qui ont fait un bon Grand Prix, même Magnussen, c'était pas exceptionnel. Il y a Latifi, mais la Williams, on sait quand même un peu en difficulté depuis 4-5 courses, et puis 4, mais 4 s'est fait défoncer son aileron. Donc il marque des points, mais parce qu'il y a eu pas mal d'abandon quand même devant lui. Donc c'est mitigé, je trouve. Il finit quand même à 40 secondes des pilotes de devant, c'est beaucoup. Il se fait dépasser par Hülkenberg, c'est beaucoup aussi. Par Grosjean, c'est beaucoup, je trouve. Donc c'est pour ça que je suis raisonnable sur sa notation. 11 sur 20 pour Latifi. Pourquoi 11 sur 20 et pas une note moins bonne? Parce qu'il finit que 14e, vous allez me dire. Alors déjà, il fait un meilleur Grand Prix que son équipier parce qu'il avait un meilleur rythme. Il avait le rythme de Leclerc. Donc ça, c'est quand même pas négligeable aussi. Et puis, il a fait une course intéressante, je trouve, un week-end intéressant de la part de Latifi. Il est proche de son équipier. Je trouve, il fallait être de plus en plus proche. Après, il nous en manque encore un petit peu. C'est une piste en plus qu'il ne connaissait pas vraiment. Donc, je trouve que voilà, ça a été intéressant de sa part. Avant Russell, je passe à Kvyat, 10 sur 20 pour Kvyat. Je vais pas en dire plus. Il s'est fait défoncer son week-end par Albon. Voilà, bon, ça c'est pas de sa faute. Je pense que la voiture a perdu beaucoup d'appui à ce moment-là. Il finit le Grand Prix, bon. Mais loin de Gasly. De toute manière, il aurait été loin de Gasly parce que il n'avait pas un énorme rythme, et ça pendant tout le week-end. Donc c'est pour ça que je mets 10 sur 20. Russell, 9 sur 20. Pourquoi 9 sur 20 pour George Russell? Parce que je l'ai trouvé quand même en retrait par rapport à d'habitude, et c'est le cas depuis 2-3 courses où je le trouve un peu moins bien qu'en début de saison, où il était très très fort. Après, il y a aussi le fait qu'il passe pas en Q2, donc, alors qu'il était quand même régulier en Q2. Bon, pas un Grand Prix facile, je trouve. Après, il y a eu l'accident, là encore, avec Raikkonen. Il peut pas grand-chose, très clairement, donc c'est pour ça que je suis pas beaucoup plus méchant avec lui. Je continue avec Magnussen, 8 sur 20. Pas grand chose à dire sur son week-end de course, à part qu'il était en retrait par rapport au Grosjean. Bon voilà, il a sa place aussi, hein, mais ça vaut pas mieux que ça. Et puis on passe aux notes extrêmement basses. Vettel 5 sur 20, Albon 4 sur 20, Raikkonen 3 sur 20. Vettel en a fait beaucoup trop pendant tout le Grand Prix. Albon en a fait également beaucoup trop pendant tout le Grand Prix. Et en plus, il avait du mal à finir dans les points alors qu'il a une voiture qui est quand même bien meilleure que celle de Vettel. Quand on me dit qu'il prend de la confiance chez Red Bull, je pense que Christian Horner doit prendre un truc, mais alors très costaud en ce moment. Et puis Raikkonen 3 sur 20 parce qu'il nous a fait... il nous a refait ce qu'il faisait en début de saison ou ce qu'il avait fait en fin de saison dernière, c'est-à-dire des erreurs stupides où on a l'impression que c'est un cadet alors que c'est Raikkonen, c'est quand même un champion du monde. C'est des erreurs qu'il faisait pas chez Ferrari, qu'il faisait encore moins chez Lotus. Il faudrait qu'il arrête, je pense très clairement, parce que ça nuit un petit peu à son image. J'ai vu une vidéo, enfin j'ai pas vu une vidéo, j'ai vu que c'est passé dans mon fil YouTube. C'est Blabla F1 je crois, qui a dit je n'aime pas Raikkonen. Je peux comprendre, parce que je trouve qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs un peu stupides Raikkonen ces derniers temps, et c'est un petit peu dommageable. Et bien voilà, on a fait le résumé de tout ce Grand Prix avec les notes, le carnet de notes de ce Grand Prix. Alors on va finir avec le classement au championnat. Et donc c'est Hamilton qui est devant, maintenant avec une grande avance, hein, quasiment 70 points d'avance sur Valtteri Bottas. Ensuite on retrouve Max Verstappen avec 147 points. L'écart entre Bottas et Verstappen se réduit. On a ensuite Daniel Ricciardo, 4e du championnat. Depuis la Belgique, Ricciardo c'est quand même costaud, hein. 4e, 6e, de nouveau 4e, 5e, 3e ici. Il enchaîne, hein. C'est l'un des pilotes qui a fait il est devant Verstappen même, en termes de points sur cette période-là de la saison. Donc il est solide. Depuis quelques courses, Ricciardo, on retrouve ensuite Perez, Lando Norris, Albon qui n'est que 7e, 1 point devant Leclerc. Stroll, 9e, bah oui, c'est son 3e résultat blanc d'affilée avec ce Grand Prix auquel il n'a pas participé. On retrouve Pierre Gasly 10e, Carlos Sainz 11, Esteban Ocon 12. Et puis Esteban Ocon qui a un peu du mal à être régulier sur cette saison, Vettel derrière. Et puis Nico Hülkenberg, 10 points.
pour 3 grands prix, c'est quand même pas mal. Il est devant Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean qui marque ses 2 premiers points, qui est 18ème. Il passe devant Magnussen au classement, et puis les 2 pilotes qui n'ont toujours pas marqué de points, c'est Latifi et Russell. On passe au classement par équipe, Mercedes largement devant, avec 391 points, Red Bull 211 points. On retrouve ensuite Racing Point avec 120 points. Grosse bagarre entre Racing Point, McLaren et Renault. Ces 3 équipes se tiennent en 6 points. On retrouve ensuite Ferrari qui a 13 points d'avance sur Alpha Tauri, et puis derrière Alfa Romeo 5 points, Haas 3 points. Il pourrait y avoir une belle bagarre pour la 8ème place entre ces 2 équipes, et puis Williams 10ème avec 0 points marqué au championnat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis avec la cloche, et puis surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.